Norvège occidentale, le village-port d'Orvik, au bord du fjord. D'ici, le Drakkar file vers le sud-ouest, vers les îles Shetland, à 3 jours de route par vent régulier. Là-bas, il y a de petites foires. On peut y troquer des marchandises de Norvège contre de la laine, de l'étain, des étoffes teintes et toutes sortes de kotsvok. C'était l'été, les jours longs, la mer capricieuse, mais supportable. Rafnelifre marchait vers l'Eau-Quassia, comme si ce n'était pas le sentier qui le guidait, mais la main invisible de son père. Son père l'attendait près de l'abri à bateau, là où l'on gardait les avirons et les filets. La blancheur aux tempes ne le rendait pas vieux, elle le rendait seulement plus sévère. Il posait la main sur un ballot, comme sur les épaules de son fils, et il regardait comme on regarde une chose qu'il est interdit de laisser tomber. Tout près se tenaient des gens de leur domaine, 2 voisins, et quelques garçons qui, la veille encore, riaient à table, et qui, aujourd'hui, regardaient avec envie. Tout le monde n'avait pas la chance de passer la mer pour la première fois, non pas en raid, mais pour le commerce, là où l'honneur ne se mesure pas à la hache, mais à ce qu'on a vendu et à ce qu'on a rapporté. Le père frappa l'épaule de Hrafnefr si fort qu'il manqua de vaciller, mais il tint bon. Ce coupe n'était ni une caresse ni une brutalité, seulement un signe. Désormais, il entrait dans un monde où personne ne tient la main. Côte de Nia, dit le père sans hausser la voix. Côte-tra, Rafnifre hocha la tête, comme si ces mots étaient légers. Et il voulut répondre de façon que son père entende un homme, pas un garçon. Mais sa langue devint soudain lourde, et il ne sortit que quelque chose de simple. Côte-tra. Il sourit à ses amis, comme si l'adieu était une fête. Quelqu'un lui souhaita bonne chance à pleine voix. Quelqu'un siffla pour le taquiner, et Rafnelefre fit semblant que cela lui donnait des forces, alors qu'en lui tout bondissait, comme un poisson dans les mailles. Et s'il disait le mauvais mot au marché, et si on le trompait, et s'il revenait les mains vides, et que son père le regardait en silence, pire que n'importe quelle injure. Au quai, le Drakkar se tenait bas sur l'eau, prêt à boire la vague, et la résine fraîche dans les joints luisait noire. La tête de bête à la proue, sculptée et éclatante, regardait vers la haute mer comme si elle connaissait le chemin mieux que les hommes. Sur le pont gisaient déjà des tonneaux et des ballots, des sacs de grains, des bottes de cordage, des boucliers se rivetaient le long du bordé. Les hommes marchaient sur les planches, vérifiaient les nœuds, s'interpellaient par phrases courtes. Le capitaine, large d'épaules, un anneau d'or à l'oreille, levait sans cesse les yeux vers le ciel, pour juger le vent. Rafnefre posa le pied sur la passerelle et sentit le bois s'animer sous sa semelle. Le Drakkar grinça doucement, comme s'il avait soupiré. À ce son, la poitrine de Hrafneleifr se serra, encore un pas, et la rive deviendrait quelque chose de lointain, l'endroit où restent les regards et les attentes. Il monta sur le pont et se mit à chercher une place pour sa marchandise, en s'efforçant d'agir calmement, comme s'il avait navigué toute sa vie. Et c'était là qu'elle apparut, près de la passerelle. Alfdis arriva sans bruit, mais, d'un coup, l'air se fit plus étroit, comme si ce n'était pas une seule personne qui montait à bord, mais toute une foire derrière elle. Elle portait un manteau de laine sombre, fermé par une fibule qui lança un éclat d'argent. Ses cheveux étaient arrangés pour ne pas gêner le travail, mais quelques mèches s'étaient échappées, et le vent les remuait. Elle portait un sac de marchandises sur l'épaule avec légèreté, comme s'il faisait partie d'elle, et non comme un poids. Son visage était jeune, mais son regard, vif et attentif, avait celui de ceux qui ont l'habitude de compter les doigts des autres et leurs propres pièces. Or Rafnlifre, sans avoir eu le temps de reculer, se retrouva juste sur son passage. Alfdis fit un pas, sans regarder en bas, et le talon de sa botte lui écrasa le pied. La douleur n'était pas de celles qui font crier, mais assez forte pour donner envie de jurer. Rafnleifr aspira l'air entre ses dents. Alfdis tourna la tête et le regarda avec calme, comme s'il s'était placé là exprès. Se tenir dans le passage, c'est un mauvais présage, dit-elle d'une voix égale, que Thétemaël ne demanda pas, ne sourit pas, et ne lui laissa aucun droit à l'offense. Elle passa simplement,
Et Raffleifre resta un instant avec la douleur aux pieds et la sensation d'avoir été évalué puis rayé, comme une marchandise ratée. Il voulut l'appeler, exiger au moins un mot. Mais il y avait du monde autour, et son père, sur le quai, le voyait encore. Raffleifre se força au silence et se déplaça sur le côté, comme si cela avait été son intention. À l'intérieur, une colère têtue se leva, hautaine. Trop sûre d'elle. Elle croit que la mère lui obéit comme les vendeurs au marché. Pendant ce temps, Alvdis posa son sac contre le bordé et regarda autour d'elle, choisissant sa place. Ses gestes étaient en thé précis, sans rien de superflu. Elle échangea quelques mots avec le capitaine, et il n'y avait pas là de flatterie, seulement de la pratique. Raffleifre saisit des bribes, une place sur le pont, la pluie, la façon de couvrir la marchandise. Trop maligne, pensa-t-il encore, et la pensée en devint plus mauvaise. Il étala ses ballots plus près du milieu, là où cela semblait plus sec, et les assujettit avec une corde, comme il l'avait vu faire au logis. Ses mains travaillaient avec assurance, mais, sous la tension, ses doigts paraissaient devenir de bois. Il leva les yeux et vit que Alvis s'était installé non loin. Pas assez près pour que cela ressemble à une provocation, mais pas assez loin pour céder. Elle accrocha son regard et releva à peine le menton, comme le font ceux qui n'ont aucune intention de reculer. Quand le navire commença à s'écarter du quai, le village parla plus fort. Certains criaient des recommandations, d'autres agitaient les bras. Le père se tenait immobile, comme un poteau, et ne leva la main qu'une seule fois, brièvement, comme pour mettre un point final. La mère de Raffleifre se tenait près de lui, sans pleurer. Ses lèvres étaient serrées, et le petit marteau à son cou, soudain, lui parut plus lourd que le fer. Une rame glissa dans l'eau, la voile prit le vent, et le fjord commença lentement à reculer, s'ouvrant comme s'ouvre une porte qu'il est déjà trop tard pour franchir en sens inverse. Raffleifre regarda la rive jusqu'à ce que les visages ne soient plus que de petites taches, et seulement alors il s'autorisa à expirer. Il sentit ses mains trembler et les glissa dans les plis de son manteau, pour que personne ne le remarque. Alvdis se tenait près de sa marchandise et regardait elle aussi en arrière. Mais son visage restait calme. Seuls ses doigts, sur la sangle, se serrèrent un peu plus fort qu'il n'aurait fallu. Raffleifre le vit et comprit soudain qu'elle se tenait, elle aussi à force de poing. Cette pensée était dangereuse. Reconnaître qu'elle avait peur, c'était reconnaître qu'elle lui ressemblait. Le capitaine parcourut le pont et annonça d'une voix forte que le trajet jusqu'au Shetland prendrait quelques jours. Si le vent ne décidait pas de s'entêter. Les hommes répondirent l'un par de brèves clameurs. L'un ricana, l'autre se signa haut à la nouvelle manière, à la chrétienne. Et un autre toucha en silence son amulette, comme Raffleifre. La mère des Vikings acceptait les anciens dieux comme les nouveaux, pourvu que les mains soient solides. Raffleifre se tourna vers son ballot, vérifia encore les cordes, et entendit près de lui la voix de Alvdis de Quoto 14. La question était ordinaire. Mais, dedans, il n'y avait pas de curiosité. C'était une vérification, comme à l'étal. De la morue et des pots, répondit Raffleifre, et il comprit aussitôt qu'il avait dit trop calmement, sans se défendre. Alvdis hocha la tête, comme si elle le savait déjà. Quote wendus ou quote disse, quote visumei, demanda-t-il. Et, malgré lui, l'irritation passa dans sa voix. Alvdis le regarda comme si elle choisissait s'il fallait parler franchement, puis décida que oui. Côte Yang Raffleifre sentit le sang lui monter au visage. Il voulut dire qu'elle était pareille, qu'elle était venue avec la même marchandise, qu'elle n'avait pas le droit de donner des leçons. Mais les mots se bloquèrent à mi-chemin, parce qu'il comprit soudain, elle emportait vraiment la même chose. Et si, à la foire, ils étaient nombreux, alors chaque acheteur deviendrait une proie, pour laquelle il faudrait se battre. « Toi aussi tu as de la morue et des pots », dit-il sans même poser la question. Alvdis ajusta la fibule de son manteau, comme si elle refermait une piqûre. « Ma mère m'a donné la marchandise et m'a dit de ne pas me laisser dévorer à l'étal. Je ne compte pas rentrer au foyer avec un sac vide
et les sourires des autres. Hrafneleifr voulut répondre que son père avait dit presque la même chose, seulement plus rudement. Il voulut avouer que lui aussi avait peur, mais il sentit derrière lui le pont, les hommes et la mer devant, et il comprit, s'il montrait à la moindre faiblesse, cette quote 23 le dévorerait au premier mot. Quote 24, ni, dit-il, en s'efforçant de sonner sûr de lui. Alfdis eut un rictus, mais il n'y avait pas de joie dans ce rictus. Quote 25. Et elle s'éloigna, le laissant avec cette phrase, comme avec une écharde. Hrafnleifr resta là et écouta le chuchotement de l'eau derrière la poupe, le grincement du bois, le claquement de la voile. Le fjord était déjà derrière, devant commencer la pleine mer, où personne ne demande de qui tu es le fils ou de qui tu es la fille. Là, on demande autre chose. Sais-tu tenir le cap? Sais-tu tenir parole? Et sais-tu te retenir quand la peur te tire de côté? Hrafnleifr regarda Alfdis. Elle se tenait contre le bordé et gardait le silence. Mais son dos était droit, comme si elle disputait contre le vent. Il comprit soudain avec clarté qu'au Shetland, ils ne se sépareraient pas comme ça. Leur marchandise était la même, leur entêtement était le même. Et la route les avait déjà liés par un seul navire. Le Drakkar sortit du fjord, et le vent devint plus rude. Le capitaine cria un ordre. Les hommes se mirent à l'ouvrage, et sur le pont passa un bruit bref, presque joyeux et tremblant. Le navire avait pris son allure. Hrafneleifr sentit monter dans sa poitrine, non pas la peur, mais une attente, vive et aiguë. Il ne savait pas si ce voyage serait sa fierté ou sa honte, mais il voyait déjà une chose. À côté de lui, naviguait quelqu'un qui allait gêner, contester et compter ses pas. Et cela, pour une raison qu'il ignorait, rendait le chemin encore plus dangereux que la mer. Le jour suivant, Hrafneleifr avait choisi une place pour ses ballots, plus près du milieu, où l'on semblait à l'abri de l'Eussa. Il avait atteint la planche désirée, comme on atteint un îlot sur lequel on peut se tenir avec assurance. Il étala ses sacs, vérifia les nœuds, tira une fois, puis deux, qu'il voit qu'il se débrouillait seul avec ses cordes, sans conseil. Du coin de l'œil, il surveillait Alfdis, elle s'était installée non loin, pas assez près pour l'interpeller à chaque pas, mais assez pour que leurs marchandises se touchent presque par les bordées, comme dans une anse étroite. Le capitaine jeta un regard au ciel et ordonna de hisser la voile. Les hommes levèrent qu'à la tête, se saisirent des manœuvres, et le Drakkar se tendit comme un arc avant le tir. Le vent se fit plus régulier, le pont devint plus vivant, et commença la petite guerre pour la planche sèche. Alfdis dit à voix haute, sans monter jusqu'au cri, à deux garçons de déplacer leur panier de clous. Ici, elle avait besoin d'air. Le mot sonna comme si l'air était devenu, lui aussi, une marchandise. Hrafneleifr eut un sourire en lui-même et montra de toute sa personne que ses ballots étaient déjà bien placés, et qu'une intervention étrangère ne ferait que nuire. Il proposa à Alfdis, presque amicalement, d'attacher ses paquets comme « côte tranquille ». Ses mains se souvenaient du nœud de la ferme, mais le pont, sous ses pieds, vivait sa propre vie. La corde dans ses paumes glissa soudain. Le nœud se défit et s'étira comme une lanière trempée. Le ballot de morue bougea, d'abord paresseusement, puis plus résolument, et fila sur le pont vers le bordé. Le cœur de Hrafneleifr se vida. Il se jeta sur le sac, mais n'eut pas le temps. Alfdis tendit la jambe, arrêta le sac d'un coup de botte, comme un ballon, et celui-ci, en grommelant, s'arrêta juste à ses pieds. « Félicitations, dit-elle sans sourire. Encore un peu, et ton profit aurait pris un bain avant que l'acheteur ne le voie. » Ces mots n'avaient été pas de fiel, mais n'en étaient que plus douloureux. Hrafneleifr couvrit le ballot de la paume et leva les yeux. « Le pont est mouillé, dit-il, et il eut lui-même honte de la faiblesse de cette excuse. « En mer, c'est généralement comme ça ?» répondit-elle calmement, « surtout sur les navires. » Elle s'accroupit, reprit la corde, fit deux gestes rapides et serra un nœud simple et solide, comme le nœud d'un foulard.
Raffnefre regarda ses doigts avec attention, comme on regarde un secret étranger, et comprit avec dépit qu'il n'avait jamais essayé ce nœud. Alfdis recula, lui laissa le passage, et le ballot ne roula plus nulle part. Vers midi, le soleil chauffait les planches au point que de la résine montait une odeur âcre, dehors chaude, dedans lourde. Les rameurs étaient assis plus près du mât. 2 garçons rapiéçaient un bouclier en insérant une planche neuve. Quelqu'un vérifiait un fil sur la voile, là où un point de trop pouvait sauver la pêche d'hiver. L'eau chaude chuchotait contre le bordé, et ce son hypnotisait, comme s'il berçait. Mais, en réalité, il fatiguait plus vite que le travail. Raffnefre se répétait qu'il n'avait aucune peine. Il se tenait de façon à paraître occupé et humait le vent du nez, comme s'il pouvait comprendre ce que celui-ci avait en tête. Il vit Alfdis déplacer son sac du haut plus près, presque contre ses ballots, et il intervint, répondit-elle. Il eut un rictus et fit un demi-pas vers elle. Son regard n'était pas effronté, mais il ne fut pas non plus une concession. Raffnefre recula d'un pas, laissa la place être commune, et se permit de ne pas sentir la défaite. Ses mains s'occupèrent, et son cœur resta coincé quelque part dans la gorge. Vers le soir, le vent changea. Le ciel s'assombrit, non pas à cause des nuées, mais comme si quelqu'un y avait passé une bande de charbon. La voile claqua légèrement, le navire parut réfléchir, puis le roulis devint plus fort. L'équipage se saisit des mains courantes, quelqu'un jeta une corde sur son bras, pour avoir de quoi s'accrocher. Raffnefre tint bon, jusqu'à ce que son corps décide que la fierté était une nourriture trop faible pour les tempêtes intérieures. Il avait la nausée, et, dans cette nausée, il y avait de l'humiliation. Il recula vers le bordé, en faisant semblant de simplement observer l'horizon, là où un œil sensible distinguait une ligne qui s'assombrissait. Alfdis se tenait non loin. Son visage était calme, mais ses doigts s'agitaient, serrant le bord de son manteau. Une vague recouvrit la proue, courut sur les planches, laissant des chemins d'eau entre les rainures. Quelqu'un jura, quelqu'un, au contraire, prononça à mi-voix une courte prière au Christ, et, à côté de lui, son voisin toucha par habitude de la poitrine le marteau de Thor. Sur la mer, les dieux cohabitaient, comme les hommes sur le pont. Raffnefre sentit le vide en lui. Des larmes de salive salée montèrent à sa gorge. Il serra les dents, espérant garder la décence. Mais son corps en savait plus long. Il s'appuya de la paume contre le bordé et ferma les yeux. Quand le roulis recula, il tâcha de faire comme s'il regardait un oiseau qui avait passé non loin. Il n'y avait pas d'oiseau. Il comprit qu'en cet instant, aucun regard ne lui était nécessaire. Alfdis tint encore quelque temps, comme si la fierté et les marchandages entraînés pouvaient résister à la mer. Puis, elle s'assit contre le bordé, écarta les cheveux de son visage, les serra dans son poing et se mit à respirer régulièrement, comme si elle comptait les battements de son cœur. Ses dents étaient serrées, mais, à travers elles, il entendit un murmure bas et têtu. Côté 45, Raffnefre souffla malgré lui, sans méchanceté, mais parce que dans ses mots, il y avait plus de vie que dans n'importe quelle bravade. Alfdis leva les yeux, et, dans son regard, passa un avertissement, précis, comme à l'étal, côte 46. Il secoua la tête, s'accrochant au sourire comme à une bouée. Mieux vaut qu'on arrive ensemble. Elle avait déjà détourné le regard, mais le coin de sa bouche trembla. En cette seconde, ils ne ressemblaient pas à des rivaux, mais à des gens que le mal de mer avait frappés pareillement et honteusement. Vers le soir, le vent joua encore, et le navire répondit par un grincement lourd. Le capitaine commanda de retendre l'un des cordages, et les hommes se mirent à l'exécuter. Raffnefre se saisit de la tâche avec reconnaissance, les mains occupées, la gorge se tait. Il empoigna la corde près de Alfdis, et leurs doigts se heurtèrent, mouillés, sentant la résine, le poisson
et son entêtement. Elle dit doucement, « Pas pour les oreilles des autres. Souviens-toi, ne tire pas par à coup. Laisse le vent passer. » Il hocha la tête et trouva le rythme. Le long du bordé, les boucliers tintaient un thé de fer, comme des clochettes au bord d'une foire. Quelque part à la proue, un jeune rameur tentait de plaisanter. Mais la plaisanterie sortit sans rire. Le drakkar respirait comme un être vivant. Et cette respiration calmait mieux que les herbes et les amulettes. Pendant qu'il tirait, Hrafnleifr remarqua que les ballots de marchandises se trouvaient maintenant plus proches l'un de l'autre que le matin. Entre eux, comme s'était tracé un sentier que parcouraient les mêmes personnes. Il voulut déplacer le sien plus près du mât, mais, à cet instant, une vague secoua si fort que ses genoux trouvèrent d'eux-mêmes le pont. Alfdis se retint en appuyant la paume sur la planche et jura tout bas, presque tendrement, comme on gronde un enfant qui court au bord d'un précipice. Les nouveaux abords se voient toujours. Ils fixent dans l'horizon comme si la réponse s'y cachait. Les hommes faits regardent les cordages et les mains. Alfdis, malgré son premier voyage sans tuteur, regardait déjà les mains. Et Hrafnleifr le remarqua. Non par l'esprit, mais par cette veine qui répond du respect. La pensée l'allégea, et pour la première fois de la journée, il s'accorda un court moment de calme. Au crépuscule, au-dessus de l'île, les mouettes se mirent à chanter. Leurs cris fendirent l'air. Sur les avirons pendaient des moufles de cuir roulé, celles dont on se servait pour saisir le gréement. Le chat du bord, noir comme la résine, sortit de sous un ballot et longea le bordé comme un seigneur sur la route, sans remarquer ni le roulis, ni les soucis. Alfdi cassa un morceau de pain sec et le lui lança sans regarder, avec la précision d'une pièce posée sur la paume d'un acheteur. Le chat reçut l'offrande, et cela apaisa, d'une manière presque domestique. Pour le soir, le capitaine accorda une courte pause et distribua de petits ordres. L'un apporta le chaudron, un autre aligna des gobelets près de lui. Une odeur de décoction d'herbe se leva, où il y avait plus d'espoir que de goût. Hrafnleifr prit un gobelet, le porta à ses lèvres, et sentit la chaleur remuer dans sa poitrine. Alfdis apparut tout près, prit le sien, s'accroupit, et fixa la vapeur avec une attention aussi tendue que si elle fixait des prix dans une rangée bondée. « Que feras-tu si, à la foire, on nous accueille par des rires ?» demanda Hrafnleifr avec hésitation, comme par hasard. Il aurait voulu ouvrir cette conversation autrement, mais la journée avait coupé les chemins de côté. « La foire rit toujours, » répondit-elle. « Ce qui compte, c'est qui rit en dernier. Je vendrai tant qu'il y aura des gens avec ne serait-ce qu'un peu d'argent. » Il inspira, et l'odeur chaude des herbes étouffa les restes de nausée. Coton 50 aussi quanto au coton 57. Elle dit cela comme si reconnaître une telle chose n'avait rien de honteux. Hrafnleifr hoqua la tête en silence, sans oser demander davantage. Le crépuscule tomba en fils humide. La voile se fit discrète, et le drakkar ne tressaillait que lorsque la vague venait de travers. À la poupe, un vieillard, qui naviguait depuis des dizaines d'années, racontait à un jeune un coup de vent d'été près des îles Féroé comment on avait sauvé un tonneau de viande salée, comment on avait tiré au sort celui qui irait à l'avant. Il n'y avait pas de vantardise dans sa voix, seulement le calme d'un homme qui avait déjà donné à la mer plusieurs histoires et en avait reçu une autre en retour. En écoutant, Hrafnleifr sentit le tremblement intérieur baisser d'un ton, et ses pensées devenir plus souples. La nuit, la vraie secousse commença. Le vent, comme fatigué de jouer, décida soudain de montrer les dents. La voile se gonfla, le navire bondit en avant et retomba aussitôt dans le dos de la vague. L'un attrapa un seau, l'autre se signa, un autre murmura le nom du Dieu auquel il croyait depuis l'enfance. Dans l'obscurité, tout s'entendait plus fort. Le grincement du bois, le frottement du cordage mouillé, le souffle de l'homme d'à côté, qui avait sa propre gorge et ses propres peurs. Le matin du deuxième jour n'apporta pas de soulagement, mais une inquiétude qui rampait lentement, comme le froid venu de sous le pont.
La nuit avait été rude. Le drakkar avait tant roulé que le sommeil venait par lambeaux, entre les chocs. Et chaque fois qu'on ouvrait les yeux, on ne savait plus où l'on était, sur le navire ou déjà dans l'eau. À l'aube, les hommes se levaient avec des cernes sombres. Et même ceux qui naviguaient depuis des années avaient un l'air épuisé, comme s'ils avaient combattu un ennemi invisible. Le capitaine sortit de son coin près de la poupe, fit le tour du pont en silence, vérifiant le gréement, puis s'arrêta près du tonneau des eaux de boisson. Il se pencha, passa la paume sur le bois, et son visage s'assombrit. Tous ceux qui se trouvaient près de lui se turent, parce que le silence du capitaine signifiait plus que n'importe quel cri. Il leva sa main, mouillée d'yeux, et la regarda comme s'il y voyait du sang. Le tonneau fuyait. Pas d'un coup, pas bruyamment, mais avec entêtement. Le dos s'échappait par une fine fissure entre les planches, suintait en gouttes qui, à présent, avaient séché sous le vent salé. Combien s'en était allé pendant la nuit, personne ne pouvait le dire exactement. Mais, quand le capitaine regarda à l'intérieur, il devint clair qu'il restait moins d'eau qu'il n'en fallait pour le chemin qui restait jusqu'au Shetland. L'équipage se rassembla près du mât, et le capitaine déclara « Bref, comme on tranche à la hache. Côte sens. » Les mots tombèrent sur le pont comme une pierre froide. L'un cracha de côté, l'autre se signa. Un des rameurs jura, mais sans élever la voix, parce que la mer n'aime pas qu'on l'accuse tout haut. Et puis quelqu'un dit ce que Rafnelif redoutait, plus que tout d'autre d'entendre. Qui a fixé le tonneau hier, qui a aidé? Alfdis se tenait près de son ballot et regardait droit Rafnaifa. Il n'y avait pas de colère dans ses yeux, mais il y avait du savoir. Elle se souvenait de la façon dont il avait tourné autour du tonneau, dont il avait saisi le cerclage, dont il avait dit qu'il aiderait les anciens. Alors, cela avait semblé être un geste juste. À présent, c'était une accusation. Rafnelifre sentit le sang quitter son visage. Il voulut dire qu'il n'avait pas été le seul, que d'autres mains y avaient été touchées, mais les mots restèrent coincés, parce que personne d'autre ne se tenait ici avec le fardeau d'un novice. Alfdis fit un pas en avant, et son mouvement n'avait pas de pitié, seulement la précision d'une marchande qui sait quand frapper. « Le voilà », dit-elle de façon à être entendue non seulement par lui, mais aussi par ceux qui étaient assis aux avirons. « Ton premier grand exploit, déshydrater le navire. » Rafneleifre serra les poings. Dans sa poitrine, le désir flamba de répondre sèchement, de dire qu'elle-même n'avait rien fait pour aider. Mais il regarda autour de lui et vit les visages, fatigués, secs, avec des lèvres déjà touchées par la soif salée. Alors quelque chose se brisa en lui, non pas la fierté, mais ce qui la maintenait à la place d'un vrai appui. La peur de perdre sa place parmi les siens fut plus forte que sa colère contre Alfdis. Le capitaine le regardait lourdement, comme un bouclier défectueux avant le combat. Kotochwentopswin, Rafneleifre avala sa salive. Sa gorge était sèche, non de soif, mais de la peur de dire le mauvais mot. Et, alors, il se souvint. Son père avait raconté un jour d'hiver près du foyer, qu'en route vers les îles Orcades, ils étaient tombés dans une longue bonasse et que l'eau du tonneau s'était épuisée trop tôt. Le vieux timonier avait ordonné de tendre une étoffe de façon à capturer la pluie, si elle venait. La pluie était venue. Ils avaient recueilli de l'eau, pas beaucoup, mais assez pour ne pas mourir de soif. Rafneleifre releva la tête et dit, en s'efforçant de ne pas laisser trembler sa voix, « Le capitaine plissa les yeux, comme pour vérifier si le garçon mentait, pour sauver sa peau. Puis il hocha la tête une fois, brièvement. Rafneleifre hocha la tête et sentit ses mains commencer à trembler. Il se retourna, cherchant par où commencer, et Alfdis se trouva là, à côté. Elle ne dit rien. Elle prit seulement le bord d'une toile libre, posée près du bordé, et la lui tendit. Ses yeux étaient sérieux, et il n'y restait plus cette étincelle ironique d'une minute plus tôt. Il n'y avait que le travail. Côte 72,
dit-elle simplement. Ils tendirent la toile entre deux montants près du mât, fixèrent les coins sur de gros cordages, et il devint aussitôt évident que ce n'était pas aussi simple que dans un récit. La toile pendait, le vent la battait comme une enseigne, et les nœuds glissaient, refusant de tenir. Raffin Leifr jurait entre ses dents. Alfdis reprenait les coins, tirait plus fort qu'il ne l'aurait cru de ses mains, et plusieurs fois leurs doigts se heurtèrent sur le même cordage, mouillé, sentant la résine et la fatigue. « Ne tire pas par à-coups, dit-elle, répétant le conseil qu'elle lui avait donné la veille. Côte 75. Il l'écouta, et la toile se coucha enfin comme il fallait, en large entonnoir, dont le milieu pouvait recueillir les gouttes. Ils reculèrent et regardèrent leur ouvrage. Le capitaine passa, jeta un coup d'œil et ne dit rien. C'était mieux qu'un compliment. Les autres sur le pont reprirent leur tâche, mais, à présent, on regardait Hrafnefr et Alfdis autrement. Pas encore avec respect, mais déjà sans moquerie. Comme on regarde ceux qui essaient au moins, au lieu de se cacher derrière les dos des autres. Vers midi, le ciel s'assombrit sur le bord, et le vent apporta une odeur de pluie, celle-là même qui promet de l'eau chaude, mais ne promet pas la facilité. Les premières gouttes tombèrent lentement, comme si elles vérifiaient s'il valait la peine de dépenser des forces. Puis cela se mit à tomber plus dru. La toile frissonna, s'affaissa sous le poids, et, vers son centre, des filets se mirent à courir, fins mais vivants. On plaça le chaudron sous la toile, et les gouttes commencèrent à s'y rassembler, au fond, avec un bruit doux, semblable à un chuchotement. Raffin-Leifr et Alfdis se tenaient côte à côte, se protégeant le visage de la pluie avec leurs paumes, et regardaient le chaudron se remplir. Lentement, goutte après goutte, mais il se remplissait. Les gens s'approchaient, regardaient en silence. L'un hochait la tête avec approbation, l'autre s'en allait simplement, comprenant qu'à présent, on pouvait cesser de compter chaque gorgée jusqu'à la dernière. Quand la pluie cessa, Alfdi détacha la toile et commença à la tordre au-dessus du chaudron pour ne perdre aucune goutte. Hrafneleifr l'aidait, tenant l'autre bout, et leurs mains travaillaient de nouveau ensemble, sans parole, seulement avec de brefs signes de tête. Tire par ici, tiens là, lâche maintenant. La queue coulait en filets minces, et il y avait là une vérité qu'aucun mot n'expliquait. Ils avaient fait ce qu'il fallait faire, et ne l'avaient pas fait parce qu'on l'avait ordonné, mais parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Quand la toile fut essorée, Alfdis la remit à sa place et regarda Hrafneleifr. Son visage était mouillé de pluie, ses cheveux collaient à son front, et la fibule à son manteau brillait comme un petit soleil. Elle essuya ses paumes au bord de sa tunique et dit à mi-voix : « Une fois, tu t'es montré utile. » Hrafneleifr eut un sourire où il n'y avait pas d'offense. Grave ce jour, il se peut qu'il ne revienne pas. Alfdis renifla avec humeur, mais, dans ses yeux, passa quelque chose qui ressemblait à un sourire. Elle se détourna, alla vers son ballot, et Hrafneleifr la suivit du regard, sentant que quelque chose bougeait en lui. Ni de l'amour ni de l'amitié, mais quelque chose qui faisait de l'autre non plus un ennemi, mais quelqu'un qui se tient là quand il le faut. Le soir, quand le soleil commença à descendre derrière la ligne de eaux, colorant la mer de cuivre, l'équipage se rassembla près du mât. Quelqu'un entonna un vieux chant de mer, sur la façon dont les vagues emportent les noms, mais ramènent des histoires. Les voix étaient inégales, mais fermes, et, dans ce chant, il y avait quelque chose d'ancien, qui liait tous ceux du pont, les marins aguerris comme les novices, qui apprenaient à tenir le cap. Hrafneleifr écoutait et sentait la fatigue battre en retraite, cédant la place à autre chose. Alfdis était assise près de lui, le menton posé sur le poing, et fredonnait à mi-voix, même si elle ne connaissait pas tous les mots. Il la regarda et pensa soudain que sans cette histoire d'air, ils seraient restés ennemis jusqu'au Shetland. Maintenant, quelque chose avait changé. Pas dans les paroles,
mais dans la manière dont ils s'étaient tenus ensemble sous la toile, dont ils avaient essoré l'eau, dont ils s'étaient tus après. Le dernier jour de route, le drakkar avançait sans heurte, la voile gardait le vent sans claquer, et, dans ce calme, on sentait la proximité de la côte. Les hommes sur le pont reprenaient vie, l'un riait plus bas, l'autre vérifiait les courrouissés des coffres, un autre affûtait un couteau, non par nécessité, mais pour occuper ses mains. L'odeur de sel, de laine mouillée et de résine emplissait l'air, celle qui vivait sur le navire, comme le sang sombre du bois. Raffnèfre se réveilla avec une clarté désagréable dans la tête. Aujourd'hui, ils atteindraient les Shetland. Aujourd'hui, il faudrait regarder les gens dans les yeux, marchander, sourire et cacher sa peur. Cela le frappa en pleine poitrine. Il imagina la rangée de la foire, les gens aux yeux plissés qui flairent la marchandise et font la moue. Il imagina son père, qui se tait parce que le silence coupe plus profond. Il imagina quelqu'un, au Shetland, dire à haute voix que les Norvégiens avaient encore apporté leur chair morue puante, comme si eux n'en avaient pensé pas assez. Un frisson lui courut dans le dos, alors que la journée était douce. Alvdis arriva presque tout de suite, comme si elle avait le flair pour les ennuis. Elle s'accroupit, souleva le bord d'un sac, houma et se redressa vivement. Son visage pâlit et son regard s'assombrit. « Pas ça », dit-elle bas. Mais dans ces mots, il y avait quelque chose qui aurait mieux valu un cri. Raffnèfre sentit en lui monter le besoin de trouver un coupable. C'était un besoin simple. Si un coupable existe, on peut décharger sur lui sa peur et, l'espace d'un instant, se sentir plus fort. Il regarda le garçon à la proue, puis le capitaine, qui jurait déjà, et comprit que la suite serait la même que toujours. L'un se défendrait, un autre se fâcherait, et l'odeur resterait. « Que t'okiki » dit Raffneleifre, sans savoir à qui. Quote 86. Alvdis plissa les yeux. « Que tu en tiens 2 secondes à que tu as traumatisé. » Raffneleifre voulut répliquer, dire qu'elle avait placé les siens autant que lui, que le pont était commun, qu'elle ne cherchait qu'à piquer. Mais dans sa voix, il n'y avait pas de triomphe, seulement du désespoir. Et ce désespoir ressemblait trop au sien. Il se tut parce qu'il comprit que, s'ils se disputaient maintenant, ils se noieraient non dans la mer, mais dans leur propre rage. Le capitaine s'approcha, examina leur sac et se renfrogna. « La résine sur un navire trouve toujours à quoi s'accrocher, » dit-il, comme s'il énonçait une vieille loi. Katama. Et il s'éloigna, les laissant seuls avec une tuile qui paraissait trop lourde pour de telles mains. Raffnèfre tomba à genoux et se mit à palper l'étoffe du sac, comme s'il pouvait arracher l'odeur avec les doigts. Alvdis expira brièvement, fouilla dans son ballot et en sortit un petit sachet de toile, rempli de plantes sèches. Aussitôt, un parfum d'amertume et d'été se répandit, de terre chaude et de sous-bois, propre et vif. Elle ouvrit le sachet, examina ce qu'il contenait, comme si elle vérifiait si la chance suffirait pour tous, et dit « C'est contre les mythes et pour la chance. Mère m'a ordonné de l'emporter. Si on frotte l'étoffe à l'extérieur, l'odeur de résine sera moins forte. Elle ne disparaîtra pas, mais, au moins, on ne sentira pas la barrique de poids. » Raffnèfre leva les yeux. « Tu crois que cela aidera ? » ?»« Je crois que pire ce ne sera pas, » répondit-elle en lui tendant le sachet. « Tiens, et n'ose pas en mettre partout. » La côte apparut vers midi. Les îles Shetland surgirent sur nord de l'eau, non pas en montagne comme la Norvège, mais en collines sombres et basses, comme si la terre, ici, ne se hâtait pas vers le ciel, mais se cachait du vent. Au-dessus du rivage tournoyaient des oiseaux, et l'air sentait l'herbe mouillée et la fumée, étrangère, inhabituelle. Dans la petite anse, des navires se trouvaient déjà, et, sur la grève, des rangées de tentes et d'auvents s'étiraient. Là, tout bougeait comme dans une fourmilière. Des gens portaient des ballots, criaient, indiquaient de la main, se disputaient, riaient. La foire vivait comme si cela lui était égal, de savoir qui arrivait à l'heure et qui avait manqué un souffle. Quand le drakkar entra dans le port, Raffneleifre sentit son cœur battre plus fort.
Il avait attendu la joie. Mais autre chose vint. C'était comme si on l'avait placé en pleine lumière, là où chaque regard pouvait devenir un couteau. Il aidait au déchargement, vite, sans regarder ceux qui se tenaient sur la rive. Dans les visages étrangers, il voyait déjà des acheteurs prêts à dire que non, ce n'était pas ça, que ce n'était pas bien, que c'était trop cher. Alvdis souleva son ballot sans effort, mais ses épaules étaient tendues. Elle sauta à terre, et un instant, son manteau se souleva au vent, découvrant sa ceinture et le fourreau de son couteau, comme un signe qu'elle n'était pas seulement marchande, mais fille du Nord, où la femme aussi sait se tenir. Elle ne se retourna pas vers Hrafnleifar. Elle alla seulement vers les rangées de la foire, comme si elle voulait trancher l'air entre eux et, enfin, être libre. Hrafnleifr partit de son côté. Il avait l'impression que, s'ils se séparaient maintenant, il reprendrait la main sur sa propre histoire. Il choisit une place au bord de la rangée, là où passaient le plus de gens, et commença à disposer sa marchandise. Ses mains accomplissaient les gestes connus, dénoués, étalés, abrités du vent, donnaient l'impression que tout était sous contrôle. Dedans, pourtant, c'était vide, comme un tonneau après la fuite. La foire grondait, les marchands du pays offraient la laine, l'étain, les tissus teints, de petites choses venues de terres lointaines, qui sentaient non la mer, mais des maisons étrangères. Les hommes marchaient avec des anneaux aux doigts, les femmes portaient des corbeilles, les enfants couraient entre les jambes comme de petites ombres. Au loin se dressait une croix de bois, et à côté, un homme grand, en habit simple, parlait dans sa langue d'un Dieu nouveau. Mais non loin, sur une pierre, quelqu'un avait laissé un petit os et un morceau de pain à l'ancienne, pour les forces qui vivent dans la terre et l'Oyo. Le monde ici se mélangeait comme les odeurs dans le vent. Hrafnleifr essaya de lancer des appels de vendeurs, comme il l'avait vu chez les aguerris. Sa voix se brisa à la deuxième phrase à sa phrase. Il toussa, comme l'étouffé par son propre courage. 2 passants s'arrêtèrent. Un homme prit une botte de morue, la flaira, et se renfrogna. « Côte neuf » dit-il avec un rictus. Hrafnleifr sentit le feu lui monter aux oreilles. « Côte secondir » dit-il et comprit lui-même combien cela sonnait pauvrement. L'homme haussa les épaules et s'en alla sans même marchander. Hrafnleifr resta debout, le regard fixé sur son dos, et comprit, aujourd'hui, on le mettrait à l'épreuve plus d'une fois. Et chaque fois, il entendrait dans sa tête la voix de son père. Ne couvre pas le clan de honte. Il essaya de regarder autour de lui, comme s'il évaluait le marché, en vrai marchand. Et il vit Alvdis. Son étal était arrangé avec goût, les peaux posées bien à plat, la morue empilée de manière à paraître plus blanche et plus propre. Et elle-même souriait, parlant aux acheteurs d'une voix douce et sûre. Elle faisait tout comme il fallait. Et pourtant, les gens s'en allaient. L'un pinçait l'odeur, l'autre disait que chez les voisins c'était moins cher. Un autre ne voulait tout simplement pas dépenser son argent. Hrafnleifr vit Alvdis, quand un nouveau client partit, baisser les épaules un bref instant, comme si se tenir droite devenait trop lourd. Puis elle se redressa, ajusta sa fibule et sourit de nouveau au suivant. Hrafnleifr sentit une irritation étrange, pas contre elle, mais contre le fait qu'elles doivent rester ainsi. Et il sentit autre chose, discret et dangereux. Ce qui lui importait, c'était la façon dont ses affaires se tournaient. Alvdis, comme si elle avait senti ce regard, releva la tête et croisa ses yeux à travers l'allée de la foire. Dans son regard, il y avait tout à la fois, la colère contre la journée, la fatigue, l'entêtement, et un fil mince d'une question qu'elle n'avait pas dite. Hrafnleifr détourna les yeux, comme occupé à sa marchandise, mais son cœur frappa comme s'il avait été pris en flagrant délit. Le soir venu, la foire se fit plus calme. Les gens repartaient avec leurs achats. Certains allaient vers les feux qui promettaient des nourritures et conversations. D'autres tiraient des moutons vers chez eux. Hrafnleifr compta ses ventes et comprit qu'elles étaient presque nulles. Il resta là, serrant le bord de sa table,
et pensa que demain serait un autre jour, mais que si aujourd'hui était si mauvais, que serait demain? Une seule chose tournait dans sa tête. Il devait rentrer avec quelque chose. Il le devait. Et malgré lui, sa pensée revint à Alfdis. Il l'imagina devant son étal, où un bel ordre n'apportait pas la chance. Il imagina sa mère, qui lui avait dit de ne pas se laisser dévorer à la foire. Et il comprit soudain qu'il ne voulait pas qu'Alfdis perde, pas par noblesse, par autre chose qu'il ne savait pas encore nommer. Il leva la tête et vit Alfdis couvrir son étal d'une toile pour la nuit. Elle le faisait avec soin, mais ses gestes étaient un peu plus secs que le matin, comme si la patience s'épuisait. Elle regarda autour d'elle, comme pour vérifier si quelqu'un observait, et un instant pressa la paume contre sa poitrine, là où, sous le tissu, pouvait se cacher quelque chose à elle, personnel, à l'abri de la foire. Puis, elle laissa retomber sa main, se redressa et s'éloigna, portant en elle la même fierté que, le matin, elle portait son ballot. Hrafnolifr la suivit des yeux et sentit une décision se lever en lui. Pas une décision douce ni belle, mais une décision têtue, comme un pas sur un pont mouillé. Il ne savait pas encore ce qu'il ferait demain, ni comment, mais il comprit déjà, s'il restait seul, la foire le mangerait. Et, pire encore, elle pouvait aussi manger Alfdis. Le crépuscule épaissit au-dessus du port. Les feux s'allumèrent, et le vent apporta de la mer un froid humide. Hrafneleifr restait près de son étal presque vide, écoutant rire des étrangers, pour qui il était indifférent de savoir de quelle famille l'honneur venait de trembler. Il inspira, et, dans cette inspiration, la résine frappa de nouveau, cachée sous les herbes. L'odeur lui rappela que le malheur n'était pas parti. Il s'était seulement fait plus discret. Donc, demain, il faudrait inventer quelque chose qui obligerait les gens à s'arrêter et à écouter, même si leur nez protestait. Il couvrit sa marchandise, noua les cordes et prit la direction où Alfdis était parti, sans s'avouer que ses jambes avaient choisi le chemin avant sa raison. Le soir, la foire ressemblait à une expiration. Le jour, elle bourdonnait comme une ruche, et, maintenant, le bruit retombait. Les gens s'éparpillaient vers les feux et les maisons, et, au-dessus du champ des échanges, traînait l'odeur de viande fumée, de laine mouillée et de pièces fatiguées, qui n'avaient pas trouvé de paume. Le vent venu du large devenait plus froid, et les auvents de toile claquaient, comme s'ils en avaient assez d'attendre des acheteurs. Hrafneleifr était assis près de son étal et regardait sa marchandise comme si ses yeux pouvaient net la rendre désirable. Les bottes de morue gisaient bien droites. Les peaux étaient pliées avec soin, mais cet ordre n'avait pas de force. Il se rappelait le regard de son père au quai et sentait monter en lui quelque chose de connu. S'il rentrait les mains vides, il ne pourrait pas regarder les gens en face et, pire que tout, il ne pourrait pas se regarder lui-même. Il essaya de se dire que demain serait un autre jour, mais cela sonnait comme une excuse creuse. Demain, la foire pouvait devenir plus vorace et le vent plus méchant. Il se leva comme pour dégourdir ses jambes et se mit à longer les rangées. D'abord, il regarda vraiment les marchandises des autres. Les Shetlandais vendaient de la laine, rude et chaude, posée sur les tables de l'étain et de petites choses qu'on apportait de rivages lointains. Derrière des auvents, on entendait la voix d'un moine et, autour de lui, se tenaient des gens au visage méfiant. L'un écoutait par curiosité, l'autre par peur du Dieu nouveau, un autre simplement parce qu'il fait plus chaud près du feu. Hrafneleifr passa, sentant combien l'ancien et le neuf se mêlaient ici. Près d'une pierre, quelqu'un avait laissé du pain avec un os, et, dans cette offrande simple, il y avait plus de vérité familière que dans des paroles étrangères. Ses pieds le menèrent d'eux-mêmes, à l'endroit où il ne voulait pas s'avouer même à lui-même. L'étal d'Alfdis se tenait un peu à l'écart du passage principal. Elle avait tout arrangé comme si la foire devait lui obéir. Les toiles tendues qu'est-ce bien droit. Les marchandises posées avec beauté. Chaque pièce à sa place. Mais, sous cet ordre, on sentait le vide.
Elle avait peu vendu. Alfdis se tenait derrière sa table et souriait à un rare passant, avec un calme tel qu'on aurait dit allait qu'elle ne voyait pas le jour s'en aller. Seulement, quand un acheteur porta la morue à son nez et fit la grimace, elle serra un instant ses doigts sur le bord de la table, au point d'en blanchir les jointures. Puis elle relâcha et dit quelque chose de doux, d'égal, comme si elle avait de l'acier à l'intérieur. Raffne Leifre s'arrêta devant son étal comme on s'arrête devant la maison d'un autre, quand on ne sait pas si on sera laissé entrer. Il força son visage à rester neutre et prit une botte de morue. Il la porta à son nez, la flaira, fit semblant d'hésiter, puis dit plus fort qu'il ne fallait, pour ne pas trembler lui-même, côte au sein. Alfdis le regarda comme s'il lui avait apporté à la fois une aide et une insulte. « Tu es venu te moquer de moi ?» demanda-t-elle bas, mais avec un poids qui lui retomba sur les épaules mot après mot. Raffnif reposa la botte sur la table et répondit honnêtement. Parce que sinon, il n'y serait pas parvenu. Alfdis se tut quelques instants. Puis, le coin de sa bouche trembla, et elle cacha vite ce mouvement, comme une marchandise de trop qu'on ne doit pas montrer en premier. « Alors achète, » dit-elle sèchement. « Ou pars. » Raffneleifre sortit quelques pièces, les posa sur la table, et comprit soudain que l'achat n'était pas qu'un geste. C'était un aveu, il la voyait. Il ne voulait pas qu'elle reste ici seule parmi les regards étrangers. Et cette pensée le mit mal à l'aise parce qu'elle était trop chaude pour sa fierté habituelle. Alfdis prit les pièces et dit, plus bas, « Côte 116, répondit-il. Côte 117. Elle plissa les yeux. Côte met. Côte dîner, dit Raffnleifre, et il s'étonna lui-même de la facilité avec laquelle cela sortit. Seul, on ne nous entend pas. À deux, peut-être qu'on nous entendra. Alfdis regarda les étals voisins, l'allée où les gens partaient déjà vers les feux, et, dans ses yeux, un calcul passa. Puis elle hocha la tête, comme si elle acceptait un marché, pas une proximité dangereuse. « Côte en 22, » dit-elle. « Côte en 23. Côte en 24. » grogna Raffnleifre. « Côte en 26. » « Côte en 26, » répondit Alfdis, et, pour la première fois de la journée, sa voix eut quelque chose de vivant. Ils rapprochèrent leurs étals. Les planches grincèrent, la toile des auvents se tendit, comme si la foire elle-même s'étonnait de leur décision. Raffneleifre transporta ses bottes de morue. Alfdis réarrangea les pots pour qu'elles deviennent un seul mur, une seule devanture. À la place de deux petits îlots apparut un seul, un peu plus grand, un peu plus visible. Les premiers mots furent difficiles. Raffnleifre se tenait à côté, sentant son cœur battre dans sa gorge. Alfdis se redressa et parla comme savant le faire, ceux qui ont grandi au milieu du marchandage, sans crier, mais de façon que sa voix tranche le bruit commun. Elle racontait que la morue avait séché au vent des rivages du nord, que les peaux avaient été tannées avec régularité et qu'elles étaient solides, qu'elles réchaufferaient de même matin au plus mauvais de la saison. Raffneleifre comprit. S'ils restaient simplement là, personne ne les remarquerait. Alors il fit ce qui lui sembla honteux et, pour cela même, audacieux. Il fit un pas en avant et joua le rôle de l'acheteur tatillon. Il prit une botte de morue, huma, fronça le nez et dit fort. « Côte 128. » Alfdis soupira comme si elle en avait déjà assez d'expliquer l'évidence, et répondit calmement, 2 secondes. Les gens commencèrent à s'arrêter. L'un eut un rictus, l'autre tendit l'oreille. Raffnleifre continua comme s'il discutait sérieusement. « Et si je n'aime pas cette odeur ?» Alfdis se pencha un peu en avant et dit avec une franchise de commerce. « Alors tu aimeras qu'elle s'évente. Et en attendant, qu'elle te rappelle qu'à la maison tu auras de quoi nourrir tes enfants. Tu n'achètes pas des paroles vides, tu achètes de la nourriture. »
Raffleif remarqua une pause, regarda la botte comme s'il hésitait vraiment, puis, à sa propre surprise, dit « Cote 33 ». Alfdis ne se pressa pas. Elle secoua la tête, comme si elle résolvait une question difficile, et répondit « Cote en 34 ou cote en 35 ». La vente n'était pas vraie, mais les gens crurent à sa saveur. 2 acheteurs s'approchèrent, touchèrent les peaux, demandèrent le prix. Alfdis saisissait leurs questions au vol, et Raffne Laïfre jouait avec elle, lâchant parfois un mot juste pour provoquer un rire. Il remarqua que quand elle parlait, ses yeux devenaient plus vifs. Et qu'il remarqua pire. Il aimait l'écouter. Il jouait n'ac des scènes. Tantôt il se plaignait de l'odeur, tantôt elle en faisait un atout. Tantôt elle montrait une peau et lui chipotait sur un bord. Et elle répondait que ce bord-là, justement, ne se déchirerait pas. Les gens riaient et restaient. Les pièces commencèrent à tinter sur la table. Raffleif rattrapait ce son comme une musique. À un moment, Alfdi, se penchant pour attraper une botte, effleura son épaule par accident. Le contact fut bref, mais Raffleif le sentit trop clairement. Il croisa son regard, et, une seconde, quelque chose de chaud y passa, presque effrayé si. Elle détourna aussitôt la tête, continuant à parler à un acheteur. Mais la hâte de ses gestes trahit qu'elle avait senti cette proximité, elle aussi. Au coucher du soleil, ils avaient vendu assez pour que la respiration dedans devienne plus libre. Pas une fortune, pas une chance de compte, mais de quoi rentrer sans les mains vides et sans la tête baissée. Quand le dernier acheteur s'en alla, Alfdis s'appuya de fatigue, les paumes sur la table, et, pour la première fois de la journée, s'autorisa une expiration. « Côte Sainte 37 hit », dit-elle bas. Côte 138, Raffleif eut un petit sourire. Côte 139, elle le regarda et répondit d'une voix égale, mais plus douce que d'ordinaire. Côte 140. Raffleif voulut ajouter quelque chose de plus proche de la vérité, qu'il n'avait pas envie de partir, qu'à côté d'elle il se sentait moins impuissant. Mais, à cet instant, un autre son traversa la foire, un son qui n'était pas celui de la foire. De la mer vint un grondement sourd, comme si très loin on avait renversé une cuvette de pierre. Le vent changea brusquement, se fit plus froid, et la toile des auvents se tendit, gémit. Les capitaines au port levèrent la tête vers le ciel. Quelqu'un cria qu'il fallait partir avant la nuit, sinon le vent fermerait la sortie. Les hommes communaux se mirent à rassembler la marchandise en hâte, à serrer des courroies autour des ballots. La foire, qui riait encore, devint d'un coup affairée et inquiète, comme si la terre elle-même poussait que les gens partaient, tant que la mer le permet. Raffne Laïfre et Alfdis échangèrent un regard. Dans leurs yeux, il y avait la même chose. S'attarder, c'était risquer de perdre non l'argent, mais le chemin du retour. Ils lirent de vite ce qui restait, couvrirent de toile, serrèrent de cordes. Raffne Laïfre souleva son ballot, Alfdis prit le sien, et ils partirent presque en courant vers le port. Le drakkar attendait au quai, et le pont redevint étroit. Les hommes chargeaient, juraient, se pressaient les uns les autres. Le capitaine se tenait près du mât et donnait des ordres si vite que les mots se mélangeaient. On hissa la voile dès que possible, et le navire sortit du port avant la nuit complète. Les premières heures du retour parurent seulement rapides. Le vent poussait le drakkar, les vagues frappaient le bordé, mais restaient irrégulières. Puis le ciel s'assombrit plus qu'il n'aurait fallu à la nuit. De l'ouest arriva un mur de nuages, et ce mur avait quelque chose de lourd, comme si la mer s'était levée pour recouvrir le ciel. Quand la première rafale frappa, la voile se cabra, les cordages gémirent. Le capitaine hurla, les hommes se jetèrent sur les manœuvres. Le drakkar gîta, et l'eau passa par-dessus le bordé, froide comme du fer. Raffne Laïfre s'agrippa à un montant et sentit la peur monter du ventre comme une vague. Les ballots de marchandises, mal rangés dans la hâte, commencèrent à glisser. Un sac de morue se déplaça, heurta un autre,
et la corde se tendit au point de pouvoir rompre. Raffleifre le vit et comprit. Si la marchandise passait à l'eau, toute la victoire de la foire deviendrait moquerie. Il fit un pas en avant, là où le pont était mouillé et glissant. Il le fit non pour paraître brave, mais parce que sinon, il ne pourrait plus vivre avec lui-même. Alvdis se trouva là presque aussitôt. Elle ne cria pas, ne discuta pas, ne posa aucune question. Elle se mit seulement à genoux, saisit la corde, lui en tendit l'extrémité. La vague frappa de nouveau, et le drakkar tressaillit, comme si on l'arrachait par les flancs. Hrafneleifr s'accrocha au nœud, ses doigts glissaient sur le cordage mouillé, la résine collait et entaillait la peau. Alvdis tenait l'autre bout, et sa main tremblait de tension. « Ne lâche pas », dit Hrafneleifr, sans reconnaître sa propre voix. Elle était basse et rauque. « Je ne lâche pas », répondit Alvdis avec le même calme qu'à la foire, quand on cherchait à lui baisser le prix. Cote 157. Il le fit. Le nœud se serra comme s'il avait compris qu'il dépendait désormais de lui, plus que du poisson et des peaux. Une vague frappa le bordé, l'eau leur fouetta le visage, et, un instant, Hrafneleifr perdit son souffle. Il entendit quelqu'un crier au capitaine que la proue prenait trop d'opatiasi. Il entendit le choc des boucliers. Il entendit une prière, brève et désespérée, sans comprendre à qui elle s'adressait. Alvdis leva les yeux une seconde, et leurs regards subitement se rencontrèrent dans l'obscurité, où seules brillaient les gouttes sur les cils. Il n'y avait pas de plaisanterie dans ce regard. Il n'y avait que la clarté. Maintenant, ils étaient deux contre la mer. Et la mer se moquait de savoir qui agaçait qui sur le pont. Le navire fut secoué encore. Tout près, quelque chose de lourd se détacha et frappa les planches. Hrafneleifr fit un pas pour se retenir, et, une seconde, sentit le pont disparaître sous ses pieds. Il eut le temps d'attraper une corde. Mais la coup fut si violent que ses mains manquèrent de s'ouvrir. Alvdis tira d'un coup sec la corde vers elle, l'empêchant de tomber, et, à cet instant, Hrafneleifr comprit, la mer pouvait exiger un prix non de la marchandise, mais d'un homme. La tempête gagnait en force, et devant eux, il y avait la nuit. Une nuit qui ne promettait aucune pitié. La nuit, dans la tempête, ne s'étire pas, elle se brise en morceaux. Le temps n'y avance pas d'un pas égal, il saute avec la vague. Tantôt il s'allonge comme un cordage mouillé qu'on n'arrive pas à tirer. Tantôt il se resserre en un coup bref, après lequel on ne sait plus comment on a respiré. Le drakkar gémissait de tout son bois. Les boucliers tintaient, comme si quelqu'un secouait au-dessus de l'or des anneaux de fer. Et chaque nouvelle rafale sonnait comme si la mer cherchait à arracher la voile avec les cris des hommes. Raffleifre se cramponnait au gréement jusqu'à en avoir mal aux doigts. Ses paumes étaient déjà écorchées. La résine et le sel s'étaient incrustés dans la peau. Et, à cause de cela, sa prise devenait encore plus dure, presque méchante. Il ne pensait ni au profit, ni à la foire, ni à ce qu'il dirait à son père. Dans sa tête, il n'y avait qu'une pensée simple, tenir debout, ne pas laisser la vague arracher de ses mains ni la marchandise, ni l'être humain à côté. Alvdis travaillait en silence, comme si un bloc de pierre se tenait en elle. Elle lui passait la corde, maintenait les nœuds, repoussait du pied un ballot quand il recommençait à glisser vers le bordé. Par moments, leurs épaules se heurtaient, et Hrafneleifr sentait qu'elle tremblait, non de peur, mais d'effort. À un moment, une forte embardée arracha l'un des ballots. Le sac frappa un montant, l'étoffe se déchira, et plusieurs bottes de morue se répandirent sur le pont. Le poisson tournoya dans l'eau comme des os blanchis. Un rameur se jeta pour les rattraper et manqua de partir avec. Le pont s'échappa sous ses pieds, et seule une main étrangère le saisit par sa ceinture. Hrafneleifr vit Alvdis, sans hésiter, s'agripper à une corde et tirer avec les autres, aidant à retenir l'homme. Elle le fit aussi simplement que sur la foire, elle avait poussé vers elle le bol de pièces quand le marché était honnête. Dans ce geste, il y avait plus de sentiment que dans n'importe quel mot.
La tempête commença à reculer vers l'aube. Pas d'un coup, pas avec pitié, mais comme une bête rassasiée qui, maintenant, observe depuis l'obscurité sans oser partir tout à fait. Le vent devint taché, les vagues frappaient encore, mais sans la fureur d'avant. Une lumière grise apparut au-dessus de l'œil et, dans cette lumière, les visages des hommes semblaient étrangers, fatigués, tailladés par le sol, avec des yeux où la nuit ne s'était pas encore éteinte. Le capitaine ordonna de remettre le pont en ordre. Les hommes ramassaient les cordes rompues, refaisaient les ligatures des ballots, tordaient les toiles pour en chasser l'eau. La morue tombée fut replacée autant qu'on le put, et Hrafnleifr se surprit à s'en moquer du nombre de bottes perdues. Il voyait l'essentiel, tous tenaient sur leurs jambes. Alfdis aussi tenait sur ses jambes. Et c'était plus que de la chance. C'était un travail commun, un risque commun, un choix commun, fait dans la nuit sans témoin. Quand le soleil monta plus haut, la mer s'aplanit. Le vent tourna vers quelque chose de supportable, la voile se posa comme il fallait, et le dracard se mit à courir sur le seau comme s'il s'était épuisé avec les hommes, et qu'il voulait, lui aussi, rentrer au foyer. Le silence venu après la tempête n'était pas paisible. Il résonnait. On y entendait les gouttes tomber des cordes, le grincement du bois mouillé, la toux basse de quelqu'un qui essayait de chasser le froid salé de sa poitrine. Hrafnleifr s'assit près de sa marchandise et ouvrit ses mains. La peau était arrachée, et il n'y avait pas d'héroïsme dans ses plaies, seulement un rappel. La mère ne demande ni l'âge ni le nom. Alfdis s'accroupit près de lui, sortit de son sac un petit morceau de toile et le lui tendit. On y voyait des traces de ses plantes. L'odeur amère tenait encore. « Enroule, dit-elle, et ne fais pas semblant que tu n'as pas mal. Ça n'aide pas le travail. » Hrafnleifr la regarda et, au lieu de sa pique habituelle, dit bas « Merci d'avoir tenu, cette nuit. » Alfdis ne répondit pas tout de suite. Elle tira sur la courroie de son manteau, vérifia la tâche, comme si elle cherchait des mots là-dedans. « Code 107, dit-elle enfin. Code 158. Hrafnleifr sourit, et il y avait de la chaleur dans ce sourire. « Code 159, code 160 watts, répondit-elle. « Code 160 et un quoi ?» Il voulut protester, puis se tut. Il comprit soudain que son calcul, à elle, était sa manière de ne pas avoir peur. Et qu'à côté d'elle, cela ne l'irritait plus, cela le soutenait. La journée se déroula sans heurts et, avec le calme, les mots revinrent. Il ne parlait pas de grands exploits, mais de choses simples, comme si le simple était le plus important. Alfdis avoua qu'avant son premier voyage, elle n'avait presque pas dormi, parce qu'elle entendait dans sa tête la voix de sa mère. Le marché dévore les tendres. Hrafnleifr répondit que lui, il avait une autre voix, plus lourde. Ne couvre pas le clan de honte. Il le dit, et sentit que quelque chose lâchait en lui comme s'il avait ôté de ses épaules un sac qu'il portait depuis le quai. « Je croyais devoir tout faire seul, dit-il. Et si j'échouais, ce serait normal parce que je l'aurais mérité. » Alfdis le regarda avec attention, et, dans ses yeux, il y avait ce qu'elle cachait derrière son sourire à la foire. « Cote 165, là, dit-elle. Cote 166. Hrafnleifr hocha la tête. Il comprit qu'elle parlait de la même chose que lui, seulement avec d'autres mots. Le troisième jour, les contours familiers de la côte de Norvège apparurent. D'abord, ce ne fut qu'une odeur, pierre humide, aiguille de pin, fumée de foyers lointains. Puis, hors de la brume du matin, les pentes se dressèrent, et le fjord s'ouvrit devant eux comme une longue paume sombre. Le dracard y entra en silence, comme s'il avait peur de réveiller la terre après les conversations nocturnes de la mer. Orvik les accueillit par du bruit. Sur le quai, des gens attendaient déjà, comme on attend toujours un navire, l'un pour les nouvelles, l'autre pour la marchandise, un autre pour les siens. Des femmes en robe de laine, des hommes aux ceintures où pendaient des couteaux, des enfants qui se hissaient sur la pointe des pieds pour voir la tête de bête du dracard. L'air sentait le poisson, la fumée, le pain chaud. Dans cette odeur,
il y avait quelque chose qui piqua les yeux de Hrafneleifr plus fort que le sel. Le père de Hrafneleifr se tenait plus près de l'eau, avec 2 hommes de leur domaine. Son visage restait sévère, comme d'habitude, mais quand le drakkar aborda et que les planches cognèrent le quai, Hrafneleifr vit la mâchoire de son père tressaillir. Pas un sourire? Non, juste un soulagement que les hommes sévères ne savent peinte pas montrer autrement. Alfdis aussi vit les siens. Sa mère se tenait un peu plus loin, au bord de la foule, et regardait sa fille comme si elle avait tout compris à sa seule démarche. Alfdis n'accéléra pas, ne se précipita pas, ne montra pas de joie. Elle sauta simplement à terre et posa son ballot bien droit, avec assurance. Mais Hrafneleifr vit ses doigts trembler une seconde sur la courroie, comme si, seulement maintenant, elle s'autorisait à croire qu'elle était rentrée. Ils déchargèrent vite à ses rendez-vous. On posait des questions, on tendait que les mains vers les sacs, on flairait, on évaluait. Hrafneleifr entendait des plaisanteries sur l'odeur de résine et pepti, et qui a de plantes, et, cette fois, elle ne coupait pas aussi douloureusement. Il savait que ce n'était pas un échec. Il savait quel prix avait été payé pour ramener cette marchandise. Et, en lui, se tenait une assurance calme, pas de façade, une vraie. Quand tout fut porté, Hrafneleifr sentit un vide étrange. Il s'attendait à un moment de fierté, à ce que son père dise quelque chose d'important. Son père s'approcha, regarda les ballots, puis les paumes de son fils, enveloppées de toile, et il dit autre chose que ce que Hrafneleifr craignait ou attendait. « Tu es revenu vivant », dit-il d'une voix sourde. « Que ton 175 ?» Hrafneleifr hocha la tête et comprit soudain qu'il voulait répondre, non par une plaisanterie, mais par la vérité. « Pas seul, » dit-il, et sa propre voix l'étonna. Le père regarda par-dessus son épaule, vers l'endroit où se tenait Alfdis, et y laissa son regard. Il ne dit rien, il n'y dit rien. Il hocha seulement la tête, comme on hoche la tête quand on voit qu'un garçon n'a pas ramené seulement une marchandise, mais l'art de se tenir parmi les hommes. Alfdis parlait déjà à sa mère. Leurs paroles se perdaient dans le bruit du quai, mais les gestes disaient tout. La mère demandait, la fille répondait court et droit, sans se justifier. Puis Alfdis se retourna et croisa le regard de Hrafneleifr. Et, dans ce regard, il y avait une gêne inattendue, presque enfantine. Ils étaient de nouveau sur la terre, là où les autres regardent, là où l'on ne cache pas ses sentiments derrière le travail aussi facilement que sur le pont. Ils restèrent près de la passerelle, comme s'ils ne savaient pas où poser le pas suivant. Alfdis fit un mouvement, comme pour partir, et Hrafneleifr sentit quelque chose de vif et désagréable se lever en lui, comme une perte. Il n'eut pas le temps d'inventer des mots. Il ne savait pas en inventer quand il s'agissait de ce qui comptait. Alfdis les sauva tous les deux de l'embarras, comme elle avait sauvé un ballot de Lausia. « Le prochain voyage, on le fait ensemble aussi ?» demanda-t-elle en s'efforçant de sonner pratique. « Que te 575 ?» Hrafneleifr hocha la tête trop vite. « Que te 176 ?» Elle faillit sourire, puis se retint. Hrafneleifr inspira comme s'il allait ajouter une plaisanterie, mais dit, plus bas qu'il ne l'aurait voulu, et parce qu'avec toi, même une tempête y était plus drôle. Alfdis renifla, comme si c'était stupide, et recula d'un pas, mais ses joues rougirent, et son regard devint plus doux. « Ne t'y habitue pas, » dit-elle. Et enfin, elle sourit à peine, juste assez pour que lui seul le voie. Ils se séparèrent, chacun suivant sa route. Hrafneleifr alla vers la longue maison où l'attendaient le feu et les paroles, et Alfdis vers l'endroit où sa mère, sûrement, comptait déjà la marchandise et pensait au prochain voyage. Mais la distance entre eux n'était plus celle du matin sur le quai, quand ils se supportaient à peine. Elle ressemblait désormais à un fil tendu entre 2 doigts, invisible de loin, mais solide. Le soir, quand la fumée des foyers monta au-dessus d'Orvik et que le fjord redevint un miroir sombre, Hrafneleifr ne parvint pas à s'endormir. Il entendait, derrière les parois de la maison, les bruits habituels, des pas, des rires, le choc du bois.
Et pourtant, il pensait à la façon dont Alvdis avait tenu la corde dans la nuit, à la façon dont elle parlait de calcul, à la façon dont elle rougissait quand elle souriait. Il comprit qu'il n'avait pas rapporté seulement de l'argent et des marchandises. Il avait rapporté quelqu'un qu'il avait envie de revoir, avant même le prochain départ. Et, quelque part, dans une autre maison, dans une autre chaleur. Alvdis, en posant son petit sachet de plantes sur une étagère, garda sa main un instant de trop. Elle pensa qu'à la foire et sur la mer, il est plus facile d'être dur. Mais, à terre, parmi les siens, il est plus difficile d'admettre qu'à côté de quelqu'un, tout devient plus calme. Et ce calme fait plus peur que n'importe quelle tempête, parce qu'on peut s'y habituer. On confond facilement l'honneur avec l'orgueil. L'orgueil pousse à rester dans le passage et à ne pas céder, même quand on gêne tout le monde. Il souffle qu'un pas de côté est une défaite, que reconnaître son ignorance ou sa peur, c'est devenir plus petit. À cause de l'orgueil, on se jette sur le tonneau d'eau sans comprendre jusqu'au bout comment le fixer, juste pour ne pas paraître plus faible que les anciens. À cause de l'orgueil, on se dispute pour une planche sèche, au lieu de penser à la façon de faire en sorte qu'il y ait de la place pour deux. L'orgueil est bruyant. Il aime qu'on le voie. Mais quand la tempête arrive, ou quand, à la foire, on approche la marchandise avec les yeux plissés, l'orgueil seul sert à peu de choses. L'honneur sont les plus discrets. Il n'exige pas l'attention, il ne crie pas son nom. Il ne se montre pas dans les premiers pas sur le pont, mais dans ce qu'on fait après ses fautes. L'honneur, c'est ne pas détourner les yeux du tonneau qui fuit par sa maladresse, mais chercher une toile, la tirer jusqu'au mât, et rester sous la pluie, en tordant chaque goutte pour tous. C'est admettre, oui, le nœud était faible, mais mes mains seront plus solides demain. L'honneur, c'est tenir une corde avec celle ou celui qu'on appelait ennemi la veille. Parce qu'à cet instant, il est plus important de sauver non son amour-propre blessé, mais le navire et les gens dessus. La mer, le marché et ceux du quai ne croient pas aux serments retentissants, ni aux belles paroles dites avant le départ. Ils croient non à la manière dont on se conduit, quand rien ne se passe comme prévu, quand la résine s'incruste dans le poisson, quand l'eau s'échappe du tonneau, quand la vague cherche à t'arracher du pont vers l'obscurité. La concurrence aussi est trompeuse. Il est facile de croire que cela parle toujours de qui écrase qui crie plus fort, qui passe le virage avant l'autre. C'est plus simple ainsi. Il y a un vainqueur et il y a un perdant. Mais, parfois, la concurrence mène à la rencontre d'une personne d'égale force, celle qui agace précisément parce qu'elle ressemble trop, aussi têtue, aussi effrayée de paraître faible. Alors, ce n'est plus un ennemi qui se tient là, mais un miroir. Et l'on voit clairement qu'un simple désir d'être le meilleur ne suffit pas. Il faut de l'esprit, du travail et la capacité de rire de soi. Quand un tel être se tient à côté, le chemin lui-même change. Avec lui, les disputes deviennent des décisions communes. Les mots piquants, une plaisanterie partagée pour la foire. Et deux petits étals se transforment soudain en un seul endroit où les gens ont envie de s'arrêter. Le courage, qui semblait inarriné pour la louange ou par entêtement, devient réel, utile, non pour se jeter dans la tempête afin d'avoir une belle histoire, mais pour, à plusieurs, tenir la voile et rentrer vivant. Alors la route, même longue, paraît moins lourde. La tempête reste une tempête, mais tout près. Il y a quelqu'un avec qui la traverser, et pour qui on a envie de tenir plus fort que pour son propre orgueil.